Daniel Lamarre, c'est le leader visionnaire derrière le succès mondial du Cirque du Soleil. En avril de cette année, Daniel Lamarre est redevenu président et chef de la direction du cirque, poste qu'il avait occupé pendant 20 ans. Daniel Lamarre, c'est un homme de communication. Celui qui a commencé comme journaliste a aussi été président-directeur général de TVA. C'est lui qui a fondé la boîte de relations publiques nationale. Qu'il côtoie Paul McCartney et Ringo Starr pour le spectacle The Beatles Love ou James Cameron pour le spectacle Toruk, inspiré d'Avatar, Daniel Lamarre a plein d'anecdotes passionnantes à raconter. Après avoir été cloué au sol pendant la pandémie, le Cirque du Soleil a le vent dans les voiles. Le cirque présentera bientôt Alizé, un nouveau spectacle en Allemagne, et Ludo, un nouveau spectacle au Mexique. On peut dire que Daniel Lamarre jongle avec les succès. Et c'est pour ça que je voulais lui parler dans le blanc des yeux. Bonjour Daniel Lamarre du Cirque du Soleil. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Ben, ça me fait super plaisir. Alors, je me demandais comment vous présentez. J'ai beaucoup lu sur vous, j'ai regardé beaucoup d'entrevues et j'ai trouvé une définition dans un magazine américain, magazine Fortune, qui a fait une entrevue avec vous et qui vous a présenté il gère une gang de clowns. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne façon de présenter Daniel Lamarre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là? Absolument, absolument. Oui? Je dis ça d'ailleurs souvent, je suis le chef des clowns. Mais c'est beaucoup plus que juste ça, là. Le Cirque du Soleil, c'est pas juste des clowns, c'est quand même une entreprise qui est partout à travers le monde. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est payant de gérer des clowns puis des gens à travers le monde comme ça? Ben, je gagne bien ma vie. Oui. Et surtout, je permets à beaucoup d'artistes de gagner leur vie honorablement parce que, comme vous le savez, c'est moins de 1% des artistes qui peuvent vivre de leur passion. Ben, chez nous, on offre 2000 emplois à des artistes qui peuvent vivre de leur passion. Mais je vous posais la question, est-ce que c'est payant, Daniel, parce que, bon, vous avez 72 ans. Oui. Je pense que vous avez mis, en effet, de l'argent de côté. Mais après avoir mené le cirque pendant 20 ans, vous avez pris une pause. Pendant 3 ans, vous étiez en retrait. Vous étiez là, mais en retrait. Et en avril de cette année, vous êtes revenu comme président-directeur général. La motivation, c'est certainement pas les sous. Alors, c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez en disant « J'ai encore du fun à être président-directeur général du cirque » ? Ben, la chose qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de développer des nouveaux projets qui vont créer des emplois aux artistes. C'est vraiment ça, c'est créer de la job. C'est vraiment ça, oui, oui, oui. Je me rappelle, j'étais allé à l'Université Stanford. À l'Université Stanford, il y a une maîtrise sur le bonheur. Hein? Alors, moi, j'ai dit, je veux absolument savoir qu'est-ce qui se passe là. Ouais. Je suis allé et je vous fais un résumé très, très vite. Toutes les recherches démontrent que les gens qui sont les plus heureux dans le monde sont les gens qui connaissent leur raison d'être. J'adore ça. Et la dame qui est très forte, qui est responsable du dossier, elle m'avait dit, « Et toi, Daniel, c'est quoi ta raison d'être? » Et c'est ce que j'avais répondu. J'avais répondu, c'est avoir la chance de créer des emplois pour des artistes. C'est pour ça que les 3 années où je n'étais plus président, j'avais un plaisir fou parce que je me consacrais exclusivement à créer des nouveaux projets. Et c'est pour ça que j'espère très prochainement trouver un remplaçant pour revenir à cette fonction-là qui est de développer des nouveaux projets pour le cirque. Alors moi, je fais une entrevue avec le président-directeur général du Cirque du Soleil qui m'annonce qu'il a hâte de plus être président-directeur général du Cirque du Soleil. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Parce que... Absolument. Oui. Absolument, c'est vrai, c'est authentique. Les gens sont d'ailleurs surpris parce que tout le monde croyait, lorsqu'on m'a demandé de revenir, que j'allais être très heureux et que j'allais vouloir faire ça pour de nombreuses années. Non, je l'ai fait. Là, je l'ai fait pour une situation qui m'a obligé de revenir, mais j'espère pouvoir me consacrer à 100% à développer des nouveaux spectacles. Alors, quand on parle du Cirque du Soleil, on dit tout le temps c'est un fleuron québécois. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus une propriété québécoise. La participation de
Guy Laliberté n'existe plus, la participation de la Caisse de développement du Québec non plus, le dépôt et de placement n'est plus là, ce sont des intérêts ontariens. Est-ce qu'on peut continuer quand même à dire que c'est un fleuron québécois? Est-ce que vous continuez à dire que c'est un fleuron québécois? Absolument. Oui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est encore dans l'ADN du Québec, le Cirque du Soleil? Parce que tous les dirigeants de l'entreprise sont basés ici à Montréal. Et ça, je pense que c'est fondamental. La vaste majorité des employés sont des Montréalais et des Québécois. Et ça, pour moi, ça fait que l'ADN demeure ici. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup d'actionnaires québécois. On ne le sait pas parce que c'est dans des fonds d'investissement. Voilà. Et nous-mêmes, les gestionnaires, on est investis aussi. Alors, j'ai plusieurs raisons de croire et de continuer à diriger le cirque comme c'est une entreprise québécoise. Le siège social est évidemment ici à Montréal. C'est ici que l'atelier des costumes se trouve. C'est ici qu'on teste les nouveaux spectacles. Les répétitions se font ici. Comment on peut être sûr que, mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans, le siège social va encore être à Montréal? Bien, cette préoccupation-là, pour moi, n'existe pas. Ah oui? Oui, parce que même si parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui sont préoccupés par cette idée-là. Ils ne devraient pas, parce que prenez le financier le plus mesquin que vous pouvez imaginer, il ne va pas se départir d'un actif qui vaut entre 60 à 100 millions. Parce que le siège social, c'est ça. Parce que les studios, les bureaux... Et l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que nous, contrairement au sport professionnel, on a nos dépenses en dollars canadiens et nos revenus en dollars américains. Oh, mon Dieu, vous êtes bien placé. Oui, alors c'est une belle formule. Ben oui. Alors, il faudrait que quelqu'un soit vraiment stupide financièrement pour fermer le siège social à Montréal. D'accord. Alors, moi, j'ai fait un exercice absolument fascinant. Je suis allée sur le site du Cirque du Soleil. On a juste à taper cirquedusoleil.ca ou .com. Et là, on trouve une section pour se procurer des billets. Et là, on a une carte du monde. Et là, on voit des petits morceaux de billets partout sur la planète. En ce moment même, il y a combien de spectacles du Cirque du Soleil à travers le monde, aujourd'hui? Aujourd'hui, on a entre 35 à 38, là, ça varie, mais pour faire simple, je dirais 38 spectacles, oui. Il y en a 5 en ce moment à Las Vegas. Est-ce que le fait que le président des États-Unis s'appelle Donald Trump, avec toute sa guerre tarifaire, toute sa guerre commerciale, est-ce que c'est bénéfique ou maléfique? Moi, je serais exagéré, mais est-ce que c'est bon ou moins bon pour le Cirque du Soleil à Las Vegas? Bien, je vais vous donner un chiffre qui va bien répondre. Oui. À Las Vegas, aujourd'hui, il y a 40 moins de Canadiens qui viennent à Las Vegas et 50 moins de Mexicains qui viennent à Las Vegas. Ouch! Alors, c'est certain que c'était très mauvais pour Las Vegas. Et je vous dirais, pour l'ensemble des marchés américains, c'est plus difficile aux États-Unis présentement. Parce que les gens qui sont intéressés par la culture, sont intéressés par les arts de la scène, boycottent, entre guillemets, les États-Unis à cause de M. Trump? Exact. On le voit. Moi, je suis à l'aéroport toutes les semaines. Oui. Et les agents de bar m'en parlent régulièrement pour me dire que les gens vont beaucoup plus en Europe maintenant qu'aux États-Unis. Les gens voyagent beaucoup plus à l'intérieur du Canada. Et la chance que nous, on a, c'est que comme on a beaucoup de spectacles de tournée, on peut rediriger nos spectacles. Donc, on a fait un effort récemment pour envoyer plus de spectacles en Asie, en Europe, un peu partout, pour passer à travers cette mauvaise situation aux États-Unis présentement. Donc, vous croisez les doigts d'une certaine façon en espérant que ce soit le dernier mandat de M. Trump? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Bien, moi, j'aime pas faire de politique, oui. Mais sur un plan strictement économique, on va espérer que les politiques changent parce que c'est pas bon présentement. D'accord. Alors, vous nous dites qu'il y a beaucoup moins de Canadiens, il y a beaucoup moins de Mexicains, puis on peut imaginer aussi tout le reste de l'Amérique latine. Mais concrètement, pour les spectacles du Cirque du Soleil, ça représente des grosses pertes de revenus? Oui, il faut faire beaucoup d'efforts de promotion, beaucoup plus d'efforts de promotion. Et nous, on est chanceux parce que comme on est un joueur dominant à Las Vegas avec MGM Resort,
on est capable de vendre plus de billets que la moyenne des spectacles. Pour vous donner un chiffre précis, aujourd'hui, on vend 20% plus de billets que n'importe quel autre spectacle à Vegas. Et ça, c'est à cause de la force du volume du groupe de MGM. Alors, vous l'avez mentionné, maintenant que ce marché américain est, mettons, fragilisé, disons ça comme ça, vous développez des nouveaux marchés. Moi, je suis fascinée par les nouveaux spectacles qui s'en viennent, puis je veux vraiment, puisque je me suis perdue pendant des heures sur le site du Cirque du Soleil pour regarder des images. C'est tellement excitant. Je pense que je suis plus excitée que vous à l'idée de ces nouveaux spectacles-là. Je veux qu'on parle de Alizé, parce que c'est un spectacle qui va commencer en novembre à Berlin. Et c'est surprenant quand même parce que je me suis rendu compte que c'est la première fois que le Cirque du Soleil va avoir un spectacle permanent en Europe. C'est quand même surprenant. Ça fait 41 ans que le cirque existe. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps? Bien, on a pris de nombreuses années à profiter de la manne à Las Vegas. Ah. Donc, on ouvrait un spectacle après un autre. Ouais. Là, aujourd'hui, la stratégie est complètement différente. Là, on se dit qu'il faut ouvrir des spectacles à l'extérieur de Vegas. Donc, et c'est pour ça que l'Europe nous apparaît pour un marché privilégié, parce que je vous dirais que notre niveau de popularité en Europe aujourd'hui est plus fort que jamais dans notre histoire. Et on avait cette opportunité-là à Berlin, qui va être un spectacle très différent, parce que c'est un spectacle acromagie. Je sais. Donc, là, va falloir que vous me preniez par la main, Daniel, parce que quand j'ai lu ça, je me disais, ben voyons donc, de la magie avec des acrobaties, donc acromagie. Mais quand on commence à lire là-dessus, ça fait du sens parce que les images, vous avez fait affaire avec des artisans, des artistes qui, en effet, créent de la magie, qui font même carrément disparaître des acrobates. C'est complètement... C'est assez flyé quand même, on peut dire ça comme ça? Oui, mais ça fait partie de notre défi de toujours se réinventer. Alors, c'est important pour nous et c'est formidable de voir, par exemple, un acrobate qui prend l'autre acrobate, le lance dans les airs et schlac, l'acrobate est disparu. Et il y a plein de moments aussi que je dirais assez romantiques dans la façon dont on peut amener la performance humaine de façon avec des illusions très particulières. Parce que c'est sûr que quand le Cirque du Soleil a commencé, il y a 41 ans, quand Guy Laliberté et Gilles Sainte-Croix ont créé cette entreprise-là, tout était nouveau. Maintenant, après 41 ans, des fois, les gens vont se dire « Ouais, est-ce que je vais aller voir le prochain spectacle du cirque? » À un moment donné, des acrobates qui sautent dans les airs, la fille qui se fait mettre un anneau dans les cheveux, puis les rubans. Tu sais, il y a quand même des numéros qui reviennent. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus du côté de la technologie qu'on va surprendre les gens. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait juste. Moi, je qualifierais par ailleurs que la technologie, pour qu'elle soit pertinente à notre contenu artistique, il faut qu'elle mette en valeur la performance humaine. Parce qu'à l'origine, les gens, lorsqu'ils achètent un billet du Cirque du Soleil, ils veulent de la performance humaine. Mais comme vous venez de le dire, il faut des O puis des A, des choses qu'on n'a jamais vues, oui. C'est l'essence de notre défi, c'est de réinventer les performances humaines. Parce que comme vous dites, vous ne voulez pas voir 10 fois le même numéro dans 10 spectacles différents. Alors ça, c'est notre plus grosse pression aujourd'hui d'innover dans les technologies qui vont venir rehausser la performance humaine, mais aussi d'investir dans des nouvelles performances. Et ça, c'est plus difficile parce que ça veut dire que vous allez inventer de toutes pièces un nouveau numéro. Et ça, c'est la force du cirque à Montréal, d'avoir des gens spécialisés qui vont s'enfermer pendant des heures, des mois pour créer de nouveaux numéros. Je sens que... à la base, évidemment, vous êtes un homme d'affaires, mais quand vous parlez de la créativité du Cirque du Soleil, je vous sens absolument passionné. Puis c'est pas un hasard, il y a quelques années, vous avez écrit un livre sur justement l'importance de la créativité en entreprise. C'est vraiment ça qui vous fait bouger, qui vient vous chercher dans les tripes. C'est pas tous les hommes d'affaires qui parlent avec autant de passion de leurs produits et puis de la culture. Ben, moi, j'ai souvent dit que une personne d'affaires traditionnelle ne pourrait pas diriger le Cirque du Soleil. Ah oui? Ça prend quelqu'un qui a une sensibilité et qui comprend
la difficulté pour un artiste de livrer un numéro. Et moi, les artistes le sentent. Ce n'est pas une façon de vouloir faire un geste de relation publique. Ils le sentent que c'est vrai, que je les aime, j'aime ce qu'ils font, je suis impressionné par ce qu'ils font. Moi, je peux voir un spectacle 100 fois, mais je vois toujours quelque chose de nouveau. Moi, quand j'arrive dans la tente artistique, c'est pas M. Lamarre, c'est les hugs, on s'embrasse, c'est formidable. Donc, j'ai toujours eu cette admiration pour les artistes. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque en moi. Et quand je vois un artiste, tout de suite, je suis porté d'admirer cette personne-là. Quand il y a un artiste qui se blesse, ou dans certains cas, quand il y a un artiste qui meurt, c'est déjà arrivé dans l'histoire du cirque, ça doit vous troubler profondément? Ah! C'est horrible. C'est horrible. Et je me rappellerai toujours la fois que c'est arrivé. Je me rappelle, j'avais réuni... Je vous sens ému, Daniel. Ah, je le suis. J'avais réuni tous les employés dans le théâtre. Et là, vous pouvez vous imaginer le scepticisme des artistes qui me regardent en disant « Fais attention à ce que tu vas dire ». Et ce qui a déboulonné l'histoire, c'est que j'ai dit aux artistes « Écoutez, c'est pas moi qui va décider quand le spectacle va reprendre. Parce que ce n'est plus une question d'argent aujourd'hui. C'est une question humaine. Alors, vous allez me dire, vous autres, quand vous allez être prêts à revenir. Ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 mois. Moi, je vais vous attendre, mais c'est votre décision parce que c'est vous qui mettez en péril votre vie sur la scène. Et ça, je te dirais que c'est ça qui m'a donné le plus de crédibilité auprès des artistes parce qu'ils ont dit « Ah, lui, il nous comprend. » Mais c'était un moment, comme vous dites, troublant, horrible. J'espère plus jamais revivre ça de ma vie. Oui, on sent que ça vous émeut beaucoup. Nous, comme spectateurs, à chaque fois qu'on voit justement quelqu'un qui se lance dans les airs, quelqu'un qui est sur la corde raide, on se dit, ben on a à chaque fois peur qu'il se passe quelque chose. Donc, pour vous, ça doit être aussi extrêmement stressant à chaque fois que vous voyez un spectacle du cirque. Les assurances, assurer tout ce monde-là pour s'assurer que, justement, s'il arrive quelque chose, qu'on puisse faire face aux risques, ça doit être des sommes à plus finir. Oui, c'est des sommes à plus finir. Et c'est aussi des mesures de sécurité très importantes. Par exemple, quand on va répéter un nouveau spectacle à Montréal, il y a peu de gens qui savent ça, mais quand on va répéter un nouveau spectacle à Montréal, la CSST va venir. Lors de nos répétitions, s'assurer à ce que nos mesures de sécurité soient maximales. Et moi, je ne vois pas ça comme un empêchement. Au contraire, je vois ça comme un avantage parce qu'après ça, quand je me promène partout dans le monde, les gens savent que les mesures de sécurité au Canada et au Québec en particulier sont très sévères. Absolument. La Commission de la santé et de la sécurité au travail est très rigoureuse, en effet. Donc, le standard est très élevé. Très, très élevé. Et j'ai même eu des conflits avec certains artistes. Je me rappelle, entre autres, une famille de Colombiens qui m'ont dit « Daniel, on ne veut pas ces harnais-là. Nous autres, ça fait 5 générations que nos familles font ça. On n'a jamais mis de harnais. Alors, tu ne vas pas nous obliger à mettre de harnais. » Et ma réponse, c'est de dire, vous n'allez pas travailler au Cirque du Soleil si vous ne mettez pas ces harnais. Parce que dans la tradition du cirque, bien sûr, ils prenaient des risques, selon moi, inutiles. Et aujourd'hui, on est très, très, très prudent. Je dis toujours aux gens, puis c'est ce que je pense, la première chose qu'on doit faire au Cirque du Soleil, c'est d'assurer la sécurité de nos artistes. C'est primaire pour moi, primordial. Je veux qu'on revienne... je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que à la base, le cirque, ce sont des saltimbanques. Là. Il y a un côté bohème, il y a un côté... J'adore votre histoire sur la famille colombienne parce que, en effet, ça se transmet de génération en génération. Évidemment, ça me ramène au côté saltimbanque
de votre ami Guy Laliberté. Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui? Est-ce que vous lui parlez régulièrement? Est-ce qu'il se prononce sur les nouveaux spectacles du cirque ou il est complètement en retrait puis il vous donne carte blanche puis il est un peu l'éminence grise? Comment ça se passe avec Guy Laliberté? Ben écoutez, Guy étant Guy, il y a des milliers de projets lui-même. Alors, oui. C'est un gars qui a toujours une idée à la minute. Alors, il est très, très, très occupé avec ses propres projets. Évidemment, j'ai vécu 15 ans de bonheur avec lui. Alors, on est des amis et je suis toujours content de le revoir. Mais c'est sûr que lui, il est passé à d'autres défis. Donc, il n'y a pas un téléphone rouge dans votre bureau, puis c'est Guy Laliberté qui vous appelle en disant « Comment ça, tu fais ça, cette affaire-là, Daniel? » Il n'y a pas de téléphone rouge de Guy Laliberté. Il n'y a pas de téléphone rouge. Mais évidemment, on l'invite à tous nos événements. Puis les artistes en particulier sont tellement heureux lorsque Guy vient voir les spectacles. Alors, on a parlé un petit peu plus tôt du fait que, bon, le cirque était un petit peu partout, évidemment, mais il y a des nouveaux marchés. C'est pas une question piège, mais je trouve que c'est important que vous y répondiez. Il y a eu une controverse au cours des dernières semaines. Beaucoup d'humoristes étaient conviés à un festival d'humour à Riyad, qui est en Arabie Saoudite, et beaucoup de gens de la communauté des humoristes a dit, ben vous n'avez pas d'affaire à aller là parce que c'est un régime qui ne respecte pas les droits de la personne. Le Cirque du Soleil a déjà fait affaire, a déjà présenté des spectacles en Arabie Saoudite. Est-ce que aujourd'hui le Cirque du Soleil est prêt à continuer à faire affaire avec l'Arabie Saoudite ou pas? Ou est-ce que vous avez un problème moral avec ça? Absolument pas. Et je vais vous dire ma philosophie là-dessus. Oui. J'ai toujours dit que pour changer le monde, il ne fallait pas rester chez soi. Il fallait aller dans ces marchés-là. Et je me rappelle la première fois qu'on est allé à Riyad, il y a déjà de ça plusieurs années, les artistes n'étaient pas contents. Ils ont dit, Daniel, pourquoi tu nous amènes là? On ne devrait pas y aller pour toutes les raisons qu'on connaît. Je pense que Guy Laliberté aussi n'était pas content. Non, Guy était d'accord. Alors, les artisans n'étaient pas contents. Alors, je me rappelle parce que j'étais arrivé en attente artistique et les artistes baissaient les yeux comme ils ne voulaient pas vraiment... Il n'y avait pas de hug et de câlin cette journée-là. Pas du tout, pas du tout. Le spectacle commence et là, je vois qu'on vit l'histoire. Pour la première fois, des hommes et des femmes sont assis ensemble pour voir un spectacle. Parce que c'est interdit normalement, les hommes et les femmes ne peuvent pas être vus ensemble en public. Mais là, c'était une première et ça a été accepté. Moi, j'avais refusé qu'on touche aux costumes. Les costumes étaient demeurés les mêmes. Donc, on voyait de la chair, on voyait des bras, on voyait des cuisses. Moi, on n'a fait aucun compromis là-dessus. Mais les gens, littéralement, pleuraient dans les estrades de voir ce magnifique spectacle. Quand je suis arrivé après le spectacle dans la tente artistique, là, c'était les hugs, c'était les embrassades. Et là, les artistes disaient, je comprends pourquoi tu nous as emmenés ici. Parce que tu as raison, c'est comme ça qu'on va changer le monde. Et j'étais vraiment très, très content de ça. Mais en même temps, vous avez un petit peu esquivé. Je pense que vous avez appris des choses, des pirouettes que font vos amis acrobates. Donc, vous avez un peu esquivé la question parce que, dans le fond, la question qui se posait pour les humoristes qui sont allés à Riyad, c'est que c'est le ministère du divertissement d'Arabie Saoudite qui organise ce festival-là pour, d'une certaine façon, redorer l'image de l'Arabie Saoudite. Donc, je repose ma question, Daniel, en tout respect. Est-ce que le Cirque du Soleil serait prêt demain à faire des spectacles en collaborant avec une dictature, finalement, en fait, avec... c'est le gouvernement qui pose problème. C'est pas la population en Arabie Saoudite qui pose problème. Ça, c'est très juste ce que vous venez de dire. Mais c'est pas vrai uniquement de l'Arabie Saoudite. C'est vrai de la Chine, c'est vrai de la Russie, c'est vrai, je pourrais vous énumérer probablement 40 pays. Mais vous n'êtes plus en Russie, justement. Ben, il n'y a plus personne qui peut aller en Russie aujourd'hui. C'est ça. Mais encore une fois, c'est triste. Parce que c'est les politiciens qui font que des populations sont privées de contenu culturel. Et ça, pour moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce qu'on avait un bureau à Moscou avec une belle équipe, des gens dynamiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on les a rapatriés ailleurs dans le monde. Mais c'est quand même triste de voir qu'il y a des pays qui se ferment à du contenu artistique.
Merci beaucoup de répondre avec autant de franchise, Daniel Lamarre. Je veux pas vous brasser tout le long comme ça, là. Je veux qu'on en apprenne un petit peu plus sur vous. Puis justement, après la pause, je veux que vous nous racontiez des potins, des anecdotes sur plein de vedettes que vous avez côtoyées au cours des années. Alors, on prend une petite pause, puis on revient tout de suite après. Rebonjour, Daniel Lamarre du Cirque du Soleil. Rebonjour, Sophie. Daniel, je suis allée sur votre site parce que vous avez votre propre site, daniellamare.ca, je pense. Et là, j'ai cliqué sur Galerie. Et là, j'ai vu des photos de vous avec toutes les vedettes de la Terre. Bien, pas toutes. Les meilleures vedettes de la Terre. Alors, on va jouer un petit jeu ensemble. Je vais vous montrer des photos de ces vedettes-là que vous avez côtoyées, des fois professionnellement, des fois personnellement. Puis je veux qu'on en parle ensemble parce que c'est quand même assez fascinant, la vie que vous avez depuis plusieurs années au Cirque du Soleil. Alors, la première image, c'est évidemment Paul McCartney. On aperçoit aussi le metteur en scène de The Beatles Love, Dominique Champagne. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous regardez ces images-là? Je suis tellement fier qu'on ait convaincu les Beatles que la mise en scène soit faite par Dominique Champagne. Ils étaient réticents au début? Ben, eux, ils pensaient qu'on allait leur arriver avec des grands noms de metteurs en scène américains, connus. Et quand je me rappelle, ça leur a pris du temps à même prononcer le nom de Dominique Champagne. Ben, pourtant, Champagne, c'est facile à dire. Ouais. Et ça, je pense, c'est notre plus grand coup d'éclat que Guy ait proposé ça aux Beatles, qu'ils aient accepté. Je me rappelle la première répétition à laquelle Paul McCartney a assisté, c'était le branle-bas de combat. On était tous très nerveux. Et je me rappelle, moi, j'étais assis devant Paul et George Harrison. George Harrison. Et les deux regardaient la répétition. Et là, j'entends, puis moi, je ne pouvais pas faire autrement qu'écouter ce qu'il se disait. Hein? Je suis là. Bien, c'est sûr, un petit oiseau là, qui écoute. Et Paul dit à George, c'est incroyable. On composait des chansons sur des bouts de papier, sur des napkins. Puis là, on est assis dans un théâtre, puis le Cirque du Soleil fait un spectacle sur nous. C'est très drôle. Mais c'est amusant parce que ça veut dire que même dans les yeux de quelqu'un d'aussi célèbre et connu que Paul McCartney, c'est lui qui avait de l'admiration pour le Cirque du Soleil. Ça, c'est absolument fabuleux comme histoire. Et ce spectacle-là, de Beatles Love, a quand même aussi marqué les débuts, en tout cas, de la réconciliation entre Paul McCartney et Yoko Ono, la veuve de John Lennon. C'est pas rien. Ouais. J'oublierai jamais, je suis assis à la première à côté du gérant des Beatles, Neil Aspinall. Et puis, à la fin, donc les Beatles vont sur scène et Paul McCartney et Yoko s'embrassent. Et là, le gérant des Beatles me donne un coup de coude, puis il me dit ça, Daniel, c'est historique, vraiment. Alors, c'était une soirée fabuleuse. Et ça a amené le cirque à un autre niveau de crédibilité mondiale. Il y avait 300 médias d'un peu partout à travers le monde. CNN était en direct le soir de la première pour... Wow! C'était... Parce qu'il y avait un côté historique et en même temps, ça s'est terminé l'année dernière, l'aventure de Beatles Love en 2024. Pourquoi, Daniel? Ça ne se serait jamais terminé si ce casino-là n'avait pas été vendu à Hard Rock. Hard Rock a acheté le casino Le Mirage. Ils vont carrément tout démolir et reconstruire un nouveau casino. Mais vous ne pouviez pas le faire ailleurs? Vous ne pouviez pas... Non? Je n'abdique toujours pas. On a peut-être un scoop ici, Daniel. Mais je serais surpris de réussir parce que ça coûterait très cher de rebâtir un théâtre aussi sophistiqué que ce théâtre-là. Alors, la prochaine photo que je veux vous montrer est plus surprenante. Vous avec Elon Musk. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que dans votre livre, ça date évidemment d'avant certaines controverses entourant Elon Musk, le patron de Tesla, mais dans votre livre, vous en parlez d'Elon Musk, vous vantez sa créativité. Est-ce que vous avez des mots aussi positifs à dire sur Elon Musk aujourd'hui? Je suis très déçu, malheureusement, du cheminement qu'il a fait. Quelle partie de son cheminement vous déçoit? Beaucoup de positions sociales qu'il a prises avec lesquelles je suis évidemment pas en accord. Moi, ce qui m'impressionnait à l'époque, parce qu'il faut se rappeler, quand il est venu nous visiter, c'était au tout début de Tesla. Il a passé 2 heures avec nos équipes
Et c'est sa curiosité intellectuelle qui m'impressionnait. Il voulait tout savoir. Il voulait tout savoir de la technologie, des costumes, des artistes. Il a parlé à tout le monde. Jean-François Bouchard, qui est là avec moi, et Michel Laprise, ont passé des heures à discuter avec lui, à leur expliquer. Et cette curiosité-là, c'est ça qui m'avait impressionné du gars. Je rebondis sur Michel Laprise que vous venez de nommer. Michel Laprise, corrigez-moi si je me trompe, et c'est celui qui fait la mise en scène de Ludo, votre nouveau spectacle au Mexique. On va prendre juste quelques secondes pour en parler parce que j'aurais voulu vous en parler tout à l'heure, puis ça m'est sorti de la tête. C'est un spectacle de gastronomie et de Cirque du Soleil, et c'est un spectacle dans un aquarium, 360 degrés, autour des gens. Exact. Le public est au milieu. Oui. Là, il faut que vous m'expliquiez ça, parce que honnêtement, moi, ça me jette à terre. Oui, c'est assez particulier parce que la scène est au milieu, les gens dînent autour, et lorsque le spectacle commence, on découvre et dévoilé un aquarium de 360 degrés qui entoure les gens, et il y a des performances simultanément sur scène et dans l'aquarium. Mais imaginez-vous faire une performance dans un aquarium, ça amène un niveau de difficulté très particulier, ne fût-ce que respirer. Sur le plan, voilà, exactement. Alors, on a fait des tests pendant plus de 2 ans et on est arrivé à des techniques qui fonctionnent très bien. Et je pense que ça va beaucoup surprendre les gens. Moi, je vous avoue que ce spectacle-là, j'ai très hâte de le voir. Avez-vous des craintes, des fois, avant un spectacle, en vous disant « Ah, j'espère que ce ne sera pas un échec ». Parce que vous en avez connu quelques-uns quand même, des échecs. Bon, vous avez un spectacle de musique country, ça a duré 4 mois, c'était pas fort, là. Oui. Ouais. C'est... Pour répondre directement à la question, j'ai toujours peur. Oui, tout le temps. Tout le temps. Et je pense que c'est très sain. Parce que quand je vois nos gens très anxieux dans les studios, travailler très, très fort, je sens qu'on est sur une bonne piste. Si les gens prennent ça un petit peu de haut, là, je m'inquiète. Et le problème de l'échec du spectacle country, c'est qu'on a fait une erreur. Au lieu de dire on fait un spectacle sur Shania Twain ou Garth Brooks, on a dit une musique country. C'est comme si au lieu de faire le spectacle... Ben oui, c'est trop large. C'est comme si spectacle des Beatles, on aurait dit on fait un spectacle sur la musique pop. Oui. Daniel, la prochaine fois, appelez-moi. Oui. OK. Parce que vous m'auriez dit, Sophie, on pense à faire un spectacle sur le country, vous auriez dit, Daniel... Donc, la prochaine fois, appelez-moi, je vous chargerai pas cher. Je vous promets. Sans faute. Non, mais je vous dis ça, c'est ironique, bien sûr, parce que qui peut savoir à l'avance? Si on savait la recette, ben, tout le monde n'aurait que des succès tout le temps. Donc, c'est facile en rétrospective de dire, vous auriez dû le savoir, mais c'est impossible de le savoir à l'avance. Oui, mais en même temps, il faut accepter l'échec. Oui. Et moi, je dis l'échec, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans toute ma carrière, et c'est normal de faire des erreurs. Mais l'idée, c'est que si vous apprenez pas de vos erreurs, là, vous avez un problème. Alors, quand il y a une erreur comme ce spectacle-là, bien là, plutôt que de mettre le couvercle dessus, non. Vous faites une rencontre. Vous dites, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un post-mortem. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ici? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et ça, pour éviter qu'on répète cette erreur-là. Alors, avant de passer à la prochaine photo, quand même, je veux vous poser la question, puisque vous m'ouvrez la porte toute grande. Votre plus grande erreur professionnelle, c'est quoi? La plus grande erreur, c'est qu'un jour, je pense que Guy et moi, on se pensait au-dessus de nos affaires. Puis on s'est dit, on a réinventé les arts du cirque, on va réinventer le vaudeville. Et on a fait un spectacle de vaudeville. Et les gens qui n'avaient jamais vu un spectacle du Cirque du Soleil trouvaient le spectacle très bon. Mais nos fans, à nous, étaient insultés. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le Cirque du Soleil. Et l'erreur magistrale qu'on a faite, c'est qu'on a mis le nom du Cirque du Soleil sur un contenu artistique qui ne l'était pas. Et on a été obligé, après 1 mois et quelques millions, d'abandonner le spectacle. Et ça, effectivement, c'est une bonne leçon qu'on a appris. Est-ce que c'est douloureux pour vous quand vous repensez à ça? Je me rappelle encore, on est assis, Guy et moi, dans le lobby du théâtre, après le spectacle. Et là, on se regarde, puis là, on voit que ça va pas bien. Puis là, Guy dit, ouais,
il faut aller voir notre partenaire. Et on est allé voir notre partenaire, puis on a expliqué que nous, on ne pouvait pas continuer, que ça allait être horrible pour la marque du Cirque du Soleil. Et Guy a pris la décision courageuse de dire on arrête. On arrête ça. Ouais. Comme disait Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Là, ce soir-là, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Par contre, un autre spectacle qui, lui, a eu beaucoup d'amour, je vais vous montrer une image, c'est avec James Cameron, dont vous avez fait au Cirque du Soleil le spectacle Toruk, basé sur l'univers Avatar. Oui. C'est quel genre de bébite, ça, James Cameron? James, le réalisateur de Titanic, là, si les gens... Je regarde la photo, puis ça me touche, parce qu'il est devenu un ami, vraiment. Sérieusement? Oui, on se côtoie encore. Wow. Je suis allé il y a 1 an dans ses studios. Lui, il y a 2 studios. Il y a un studio, en fait, il y a un studio à Los Angeles qui est énorme et il y a son studio en Nouvelle-Zélande parce que lui vit là maintenant. Et les 2 studios communiquent. Et c'était très particulier. J'étais très touché parce que j'étais allé là avec des amis. Puis je ne voulais pas le déranger. J'avais dit à son producteur, écoute, il m'a invité, mais je ne veux pas le déranger. Et là, je suis arrivé en studio. Puis là, il m'a dit, bon, Daniel. Et là, il m'expliquait, parce que lui, avec son équipe, ils ont inventé des caméras pour le Avatar qui va sortir très bientôt, là, le prochain au mois de décembre. Et là, lui, il y en a déjà 2 autres après ça. C'est fou. Ouais. Alors, c'est un être, d'abord, que moi, je trouve vraiment attachant. Quand il est venu visiter le Cirque du Soleil à Montréal, ça lui a pris 5 heures. Donc, 2 fois plus que Elon Musk. Voilà. Et non, c'est un être admirable, qui a des valeurs humaines incroyables. On connaît tout son attachement aux causes environnementales. Absolument. Non, moi, j'ai appris beaucoup de James. Je l'admire beaucoup. Mais je vous retournerai le compliment, Daniel, parce que vous avez, vous aussi, ces grandes qualités humaines-là. Vous avez aussi des implications, dont vous êtes impliqué dans des fondations. Il y a des causes qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qui vous fait, quand vous regardez le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui vous choque le plus, mettons? C'est la médiocrité. C'est-à-dire les gens qui ne font pas d'efforts pour faire un bon travail. Moi, je me dis, je suis très, je dirais pas heureux, mais j'accepte volontiers de payer un niveau de taxe qui est très important au Québec, mais en même temps, je vais avoir des services en retour. Et j'aimerais croire que les gens qui travaillent pour le gouvernement travaillent pour vous et moi, parce que c'est nous qui payons leur salaire à même les taxes. Et je ne sens pas cette volonté dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas uniquement les fonctionnaires, mais dans beaucoup de domaines, je sens que les gens sont détachés de l'idée qu'ils doivent rendre un service à quelqu'un. Donc, vous dénoncez une certaine médiocrité ou un manque d'ambition au Québec? Je dirais cette... Je le prends sur un côté plus personnel et humain. Je trouve que les gens ne sont pas bienveillants les uns envers les autres. Et je ne veux pas généraliser, parce qu'à l'inverse, je suis toujours très touché quand je vois des gens qui bénévolement donnent de leur temps, donnent de leur argent, quand je vois les gens qui s'intéressent aux itinérants présentement, quand je vois les gens qui s'intéressent aux gens malades, aux gens âgés, aux gens... Ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup et c'est ça qui me fait que je ne suis pas révolté dans la vie. J'essaie de me tourner vers ceux qui sont bienveillants et si c'est possible, d'essayer d'oublier ceux qui, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Bon, j'ai quasiment envie de vous demander, vous êtes à quel niveau de taxation? Mais ça reviendrait à nous dire à peu près combien vous faites par année, puis j'ai l'impression que vous ne voulez pas me le dire. Non, mais je suis pas à un niveau... moins de 5 millions ou plus de 5 millions vous faites par année? Oh mon Dieu, beaucoup moins, bien sûr. Moins de 5 millions. OK, parfait. Je vais me contenter de cette réponse-là. Oui. Ça me satisfait totalement. Après la pause, on va vous poser les questions, Daniel, que tout le monde se pose à propos du cirque, mais aussi à propos de vous, Daniel Lamarre. Rebonjour, Daniel Lamarre. Rebonjour. Alors, j'avais promis des questions que tout le monde se pose sur le Cirque du Soleil et sur vous. Je vais commencer avec vous. Pourquoi vous portez des lunettes bleues? C'est le calme. C'est drôle, hein? J'ai essayé ça un jour dans une lunetterie, puis je disais, mon Dieu, c'est donc calmant.
parce que c'est une vision normale, de lunettes normales, sauf que la teinte du bleu est apaisante. Moi, je pensais que c'était Guy Laliberté qui vous avait dit, quand vous êtes arrivé au Cirque du Soleil, « Ah, t'es trop habillé comme un homme d'affaires, faut que tu sois plus... Arrête de porter des cravates, là, puis va t'acheter des lunettes funky d'artiste. » Non, c'est pas ça? Non, c'est ma décision. OK. Donc, une question que tout le monde se pose à propos du Cirque du Soleil. On sait que chaque année, il y a un spectacle à Trois-Rivières. Cet été, c'était Daniel Bélanger. C'est qui en 2026? C'est pas choisi encore. C'est quoi vos critères pour choisir? On fait beaucoup de recherches pour vérifier la popularité des artistes québécois. En passant, je dois vous dire que je suis tellement fier qu'on ait trouvé une tribune pour rendre hommage aux artistes d'ici. Parce que nous, on se promène à travers le monde, puis c'est beau les Beatles, puis c'est beau James Cameron, mais qu'on puisse honorer les artistes d'ici, vous ne pouvez pas savoir comment moi, ça me fait plaisir. Chez nous, en plus, dans ma région, à Trois-Rivières. C'est formidable. Jean-Pierre Ferland, ça vous tente-tu? Une chance qu'on ça, il me semble. Ce serait bien avec des gens qui se jettent à travers l'amphithéâtre, non? Il y a beaucoup de noms qu'on débat présentement, oui. Bon, appelez-moi, puis je vais vous donner des conseils, Daniel. On a une entente, en effet. Mais oui, on s'entend bien maintenant. Tu sais, il y a James Cameron, puis moi, on est les deux personnes importantes dans votre vie en ce moment. Absolument. La question que tout le monde se pose aussi, bien, beaucoup de gens se posent. Puis là, vous allez peut-être me trouver moins gentille. Ils sont pas toujours drôles, les clowns, dans les spectacles du Cirque du Soleil? C'est très difficile. Et normalement, le plus difficile, c'est au début d'un nouveau spectacle. Oui. Parce que malheureusement, vous pouvez former les acrobates, ils peuvent s'entraîner, ils peuvent répéter. Un clown, il ne sait pas s'il est drôle ou pas drôle. Si tu n'as pas d'auditoire, ça ne fonctionne pas. Et là, on a trouvé une façon récemment d'aider. Souvent, on va emmener les clowns présenter leur numéro dans des petites salles pour qu'ils aient la réaction du public. Parce que sinon, ils ne savent pas. D'accord. Ils s'en vont au Bordel Comedy Club puis ils testent leur numéro. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Parce que s'il n'y a pas de présence du public, malheureusement, ils ne peuvent pas améliorer leur humour. D'accord. C'est quoi l'âge de la retraite pour un artiste du cirque? On ne peut pas, jusqu'à 60, 70 ans, s'envoyer en l'air, dans le sens circassien du terme, évidemment. Donc, comment on fait quand on est un artiste du Cirque du Soleil, puis que notre corps ne nous permet plus de faire des acrobaties ou de se tordre comme un pretzel? Oui, bien nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie d'initier nos artistes et de les former pendant qu'ils sont encore capables de performer à d'autres fonctions. Ils peuvent devenir un directeur ou une directrice artistique, ils peuvent devenir un coach, ils peuvent travailler éventuellement en marketing. Donc, on va les former pour qu'ils aient une vie après leur performance. Une autre question, mais cette fois-ci, c'est plus pour vous. Quand vous allez, parce que vous nous avez dit que très bientôt, vous allez en effet ne plus être PDG du Cirque du Soleil, ça va être quoi votre motivation quand vous allez vous lever le matin? Ça va être d'aller trouver des nouveaux projets pour des nouveaux spectacles. Parce que la partie, pour moi, qui est la moins importante, c'est la gestion au quotidien de l'entreprise. Alors que quelqu'un d'autre fasse cela, pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Au contraire, ça me donne plus de temps pour développer plus de projets. Et avec l'équipe du développement des affaires au cirque qui sont extraordinaires, bien, ça me permet de les appuyer davantage. Alors, vous avez été quand même, quand on regarde votre parcours, vous avez passé un peu plus de 3 ans ici au groupe TVA. Vous avez fondé la Maison de relations publiques nationale. Donc, c'est sûr que vous êtes un homme de communication. Quand vous voyez l'état des médias au Québec en ce moment, à quel point c'est difficile de faire sa marque contre des Netflix, contre des entreprises étrangères, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Je suis réaliste. Ah, bonne réponse. Et moi, je pense que réalistement, on va survivre à cause de 2 choses. À cause de la langue et à cause de cette espèce de système de vedettariat qu'on a au Québec. On n'a pas ça à Toronto. Au Canada anglais, eux, ils vont
pour sûr, assimilés. Ils le sont déjà aux médias américains. Au Québec, on a quand même cet attachement à nos artistes. On voit la popularité des téléromans, on voit la popularité de nos chanteurs, de nos chanteuses. Et ça, il ne faut pas perdre ça, parce que si on perd ça, là, à ce moment-là, on n'a plus de raison d'être pour les médias d'ici. Mais ça, l'attachement du peuple québécois envers ses artistes est trop fort, et c'est ce qui va nous permettre de survivre médiatiquement. En espérant que les grandes autorités vous écoutent, dans le sens en espérant que, en effet, des grandes entreprises, comme par exemple Facebook, qui bloquent les médias canadiens sur ces plateformes, Meta, qui nous boycottent, ni plus ni moins, en espérant que, en fait, qu'ils soient réalistes et non pas pessimistes pour répondre à la question. Daniel, je demande toujours à mes invités, à Dans le blanc des yeux, de m'apporter un objet qui les représente, qui les définit. Puis quand je vous ai vu arriver dans le hall d'entrée ici, vous aviez rien. Je me suis dit, comment ça fait qu'il a oublié? Mais non, vous avez apporté quelque chose qui vous définit. C'est quoi? J'avais mon téléphone et c'est une chanson de quelqu'un que j'admire beaucoup, Claude Dubois. C'est le blues du businessman. Là, vous me surprenez. Je trouve ça très drôle. Ouais. Êtes-vous capable de le chanter? Je ne suis pas capable de le chanter, malheureusement. Mais c'est des mots qui me ressemblent beaucoup, surtout quand il parle qu'il a établi son domicile dans tous les Hilton de la Terre lorsqu'il parle. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je ne suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Bon, vous voyez que vous êtes capable de chanter. Ouais. Mais cette chanson-là, elle dit aussi « J'aurais voulu être un artiste ». Absolument. Et ça, c'est très moi. Oui. Est-ce que vous êtes comme disait Charles Bois, tous les critiques sont des ratés sympathiques. Est-ce que vous êtes un artiste frustré, Daniel Lamar? Ben, frustré, non, parce que j'ai été capable de réaliser que je n'avais pas ce qu'il faut pour être un artiste. Mais j'aurais adoré ça, et c'est pour ça, sans doute, que j'ai autant d'admiration pour les artistes et d'affection, vraiment d'affection pour les artistes. Alors, vous partez très bientôt pour l'Allemagne, parce qu'il faut inaugurer le nouveau spectacle Alizé. Voilà. Ensuite, vous allez être au Mexique pour le nouveau spectacle Ludo. Merci beaucoup d'avoir été là, Daniel Lamar. Puis, n'oubliez pas, hein, la prochaine fois que vous prenez des décisions d'affaires, là, qui vous appelez? Je vous appelle. Merci beaucoup. Je vous taquine, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel Lamar. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Et longue vie au cirque, avec ou sans Daniel Lamar. Ça a été très agréable. Merci.